jamais abandonner sa putain de vision. Putain, j'ai failli l'abandonner 20 fois et je suis content de ne pas l'avoir fait parce que sinon j'aurais pas fait le même film. Bienvenue sur le podcast Oser mon parcours. Moi c'est Sandy et je m'entretiens une petite heure avec des personnes qui osent leur parcours professionnel. Alors si comme moi vous adorez écouter des histoires de vie, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour que vous nous parliez de votre parcours plein de rebondissements. Alors, par quoi on commence ? On va commencer où tout a commencé. Je sais même plus parce qu'il y a je pense sérieusement dans la vie, il y a beaucoup de commencements. C'est ça qui est intéressant. C'est pas, je pensais que la vie était assez linéaire. Moi, je viens d'une éducation, j'allais dire parisienne, assez bourgeoise. Où on fait des études, où on fait des plans d'études, de carrière, de stages, de choses comme ça. Et puis finalement, la vie nous emmerde, nous embarque dans des directions très différentes. Et si on est assez ouvert à tout ça et qu'on écoute un peu les messages, on peut aller dans des directions auxquelles on ne s'attendait pas. Je pense surtout aussi qu'à travers la vie, on découvre petit à petit qu'il faut avoir confiance et que tous les potentiels qu'on a à l'intérieur de nous, ils se révèlent petit à petit si on les exploite et qu'on fait attention. Moi, je sais que pendant beaucoup d'années, j'ai un peu tout camouflé, j'ai un peu fait comme on me demandait de faire, pour faire plaisir aux parents, plaisir à une société qui nous entoure. Et que finalement, il a fallu un accident, des opérations du dos qui m'ont laissé paralysé à 40 ans pour que j'envoie un peu tout balader, dans le bon sens du terme, et reconstruire et partir dans une nouvelle direction. Et en fait, moi j'ai un parcours, si vous voulez, pas trop classique, parce qu'en fait j'ai décidé à 18 ans, 19 ans d'arrêter mes études. Je faisais des études de droit et ça me gonflait royalement. Je voyais pas ce que je foutais là. Et donc j'ai commencé à faire des études de photographie. Puis j'étais assistant de photographe et je suis entré dans une agence de presse. Et donc j'étais reporter. J'ai suivi quelques guerres, j'ai fait beaucoup de reportages d'actualité, de portraits, j'ai travaillé sur des films, sur des pièces de théâtre, etc. Et c'est là que mon goût pour le cinéma, pour l'image, pour l'écrit, s'est vraiment développé. Okay. Et comment vous avez fait pour devenir reporter ? C'était quoi les... En fait, le déclic, c'est que, quand j'ai fini le droit, j'aimais la photo. J'avais toujours un appareil photo avec moi. J'allais prendre des photos à gauche, à droite. J'aimais bien ça. Et pour tout vous dire, je savais pas très bien non plus vers quoi me diriger. Et l'appareil photo était un bel outil pour moi. Et j'aimais bien les expos photos, etc. Et un jour, j'ai juste eu une opportunité de rencontrer un photographe qui m'a proposé de l'assister. L'assister, ça voulait dire juste porter ses sacs photos, charger ses pellicules, bouger les lumières. Mais c'est là que j'ai eu d'abord mon premier apprentissage du travail, de gagner de l'argent. Et surtout, j'ai découvert un métier qui m'a passionné. Et petit à petit, pour faire rapide, ils m'ont un jour engagé pour faire ce qu'on appelait des filages. C'est-à-dire, j'allais sur des émissions de télé faire les photos des émissions qu'on vendait ensuite aux magazines télé. Mais du coup, ça me permettait de gagner ma vie. C'était vraiment ce qu'on appelle dans le journalisme faire les chiens écrasés, quoi. C'est vraiment ça. Mais à l'époque, j'aurais fait tout et n'importe quoi. Les week-ends, je faisais des photos de mariage. J'aurais pu faire les bar mitzvahs aussi au point d'inter. Il n'y avait pas de. Et petit à petit, j'ai trouvé des idées. Je me dis tiens, si je faisais un reportage sur tel sujet, etc. Et petit à petit, les rédacteurs de l'agence de presse qui s'appelait SIPA, qui s'appelle toujours SIPA Presse, m'ont fait confiance sur des reportages. Et c'est comme ça que j'ai pu un jour partir couvrir une guerre en Azerbaïdjan. Une autre fois, j'étais à Rome pour faire un reportage sur la Villa Médicis, qui est une résidence d'artistes. En même temps, je faisais des photos de concerts. À un moment, c'était un U2. À un moment, c'était Weber qui jouait Henri IV de Pirandello. C'était quand même assez magique. Et c'est là où j'ai appris le métier de raconter une histoire en images. Voilà. Et puis, à la suite de ça, mon père est américain, j'ai un passeport américain, j'ai eu l'opportunité d'aller à New York comme correspondant pour l'agence. Et là, j'ai eu un désir de plus en plus fort d'aller vers le cinéma. Et il y avait une école de cinéma à New York qui était déjà pour des gens qui avaient déjà une habitude du métier. Et donc, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelait la New York Film Academy. Je la faisais en cours du soir, en même temps que je travaillais comme reporter. Et j'ai fait mes premiers courts-métrages. Voilà. Et vous avez l'impression qu'il y a eu beaucoup de rencontres ou vous avez aussi beaucoup provoqué ces rencontres
pour avoir beaucoup d'opportunités? Je pense que c'est les deux et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Quand on fait un métier de journaliste, un peu comme celui que vous faites, en fait, il faut aller provoquer les rencontres. Il faut se dire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et plus les personnes vont dire, c'est pas possible, plus il faut le faire. Je me rappelle un jour, comme ça, j'avais entendu parler que Francis Ford Coppola avait créé un magazine qui s'appelait City, et qu'il avait créé avec une de mes idoles qui s'appelait Sam Shepard. Sam Shepard, c'est un acteur qui est mort, mais qui était aussi un dramaturge, qui avait écrit À l'Ouest rien de nouveau, qui était pour moi juste je lisais ses pièces, et en plus c'est un acteur extrêmement charismatique. Bref, ils avaient créé un magazine où ils publiaient des nouvelles d'écrivains, comme ça, qui choisissaient, qui sélectionnaient. Et le deal, c'était que si l'une des nouvelles pouvait devenir un film, ils en avaient les droits exclusifs. Voilà. Et donc, je voulais faire un reportage sur eux. C'était dans les années 90 à New York. Rencontrer Coppola et Sam Shepard en même temps, c'était genre, on m'a dit, mais tu rêves. J'ai tellement rêvé que je me suis retrouvé dans la suite de Coppola avec Sam Shepard et Coppola pendant une journée entière à faire leur interview, etc. Donc, il faut la provoquer. C'est René Char le poète, qui disait « provoque ta chance ». Et du coup, la photo, tout ça, vous avez fait ça jusque 40 ans, du coup? Oui, j'ai toujours... en fait, je suis toujours à New York et en fait, ce qui se passe, c'est que un jour, il y a une rencontre avec un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dominique Lapierre. Dominique Lapierre, c'est celui qui a écrit La Cité de la Joie, qui se passe en Inde. Paris brûle-t-il, qui était un de ses premiers livres sur la libération de Paris. Il a écrit beaucoup avec un autre écrivain qui s'appelle Larry Collins, des best-sellers, mais des livres sur l'histoire. Et ils ont une manière très romanesque et journalistique extraordinaire de raconter ces histoires. Bref, et je le rencontre et il me raconte qu'il a des œuvres humanitaires en Inde, à Calcutta et dans le Bengale de l'Ouest. Et je me dis, tiens, il faudrait absolument faire un reportage là-dessus. Et je réalise, comme j'ai fait quelques courts-métrages, ce qui serait intéressant, ce qui serait mieux, c'est d'en faire un film. Et j'essaie de trouver de l'argent, j'en trouve pas. Et je dis à un copain caméraman, on est ensemble à New York, je lui dis, écoute, je te paye tes frais. Et on y va. On prend une cam et on va tourner. Et on est parti donc à Calcutta et dans tout le Bengale de l'Ouest, sur des bateaux hôpitaux, des villages pour les femmes abandonnées, des villages aussi, des hospices pour les enfants lépreux. Et j'ai fait un film. Je suis revenu avec toutes les images, les rushs, et j'ai fait un petit montage et j'ai été voir différentes télés. J'ai utilisé tous les contacts que je pouvais avoir par mon métier. Et un jour, un journaliste qui s'appelle Gérard Carrérou me dit « J'aime ton projet ». Et il l'a pris, il l'a diffusé sur TF1. Et c'est là que j'ai eu ma première... Dans tous ces métiers-là, il faut à un moment toujours avoir... comment dirais-je ? C'est la première marche, c'est d'avoir un film, une émission, quelque chose qui soit publié, qu'on voit. Ça, c'est comme ça qu'on commence à avoir une réputation. Et voilà, et ça a été le tout premier reportage documentaire qui est passé à la télé que j'ai fait. Il s'appelait 1000 soleils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du dernier film que j'ai fait, Debout, il y a une magnifique phrase que dit quelqu'un en Inde à un moment, et il dit « Derrière chaque nuage, il y a 1000 soleils ». Et j'ai utilisé cette phrase à la fin de mon film. Au moment de votre accident, vous en êtes où en fait dans votre vie ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre chose dont je parle dans mon dernier film, et j'en parle très librement aujourd'hui, parce que je pense que en France, on est très très mal informé. J'ai développé au cours des années une dépendance. Et cette dépendance, elle était à l'alcool et aux médicaments. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, au fur et à mesure, quand même, je faisais des choses, mais en même temps, il y avait vraiment une descente aux enfers. Et quelques mois avant mes 40 ans, je décide de tout arrêter. Donc d'arrêter l'alcool, d'arrêter les médicaments, parce que comme j'avais commencé à avoir mal au dos, je prenais aussi des médicaments pour me soulager. Je me soulageais avec l'alcool, et donc j'arrête tout. Et c'est comme si que tout d'un coup, en arrêtant toutes ces substances, tout ce qui anesthésiait le corps, et l'esprit et le cœur aussi, tout a explosé. Et donc un soir, je me suis retrouvé emmené d'urgence à l'hôpital parce que je m'étais pissé dessus. Tout a lâché. Et en fait, c'est une hernie discale paralysante. Et donc je me retrouve à l'hôpital. Et je me réveille avec des couches, une sonde urinaire. Et là, on se dit, ça va être compliqué ce qui va suivre. Et comment arrive le yoga là dans votre vie ?
Parce que votre dernier film, c'est sur ça. Et du oui, coup, le film, en fait, pour faire rapide, en fait, ce qui se passe, c'est que à la suite de l'opération, je suis le chemin classique, rééducation, je pars à Granville, en Normandie, où il y a beaucoup d'amputés, d'accidentés de la route. Et en fait, ça marche pas terrible. Et un jour, je suis au bout du rouleau, jusqu'au jour où je rencontre par ma cousine américaine, une prof de yoga, qui passe à Paris et qui me dit, écoute, je peux t'aider. Viens pratiquer du yoga. Je donne des cours en Allemagne, dans un centre. J'avais jamais fait de yoga de ma vie. Le yoga, j'avais pas de jugement sur le yoga. C'était pas un truc de perché, de bobo, je ne sais quoi. J'étais juste pas, c'était pas sur mon radar. Et là, l'intuition me guide en me disant, ok, vas-y. Et voilà, je suis parti en Allemagne suivre ce qu'elle m'a proposé, c'est-à-dire, elle m'a dit, si tu veux t'en sortir, il va falloir que tu t'investisses vraiment dans la pratique. Et le minimum, c'est 3 ans. Et donc, pendant 3 ans, j'ai fait les allers-retours en Allemagne. Ensuite, elle m'a aiguillé vers un centre de yoga thérapeutique qui s'appelle Iyengar, d'un maître indien Iyengar. J'en ai fait 5 ans. Et c'est qu'au bout de 8 ans que vraiment les choses ont commencé à changer. Et là, je me suis dit, si le yoga peut avoir un tel impact sur moi, pas que sur mon physique, sur mon mental, sur plein d'autres choses, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et là, je me suis dit, utilise ton métier pour faire une enquête et montrer comment justement le yoga peut aider les gens dans des situations désespérées. Et j'ai fait cette promesse dingue à ma prof. Et je lui dis, je vais faire un film sur le yoga, je te le promets, pour montrer comment le yoga aide les gens dans le monde. Et je ne savais pas du tout, j'avais aucune idée de ce que j'avais filmé, zéro. Et en fait, ça m'a porté, j'ai commencé à faire mon enquête. Donc ça faisait quand même 8 ans que je faisais du yoga. Donc j'avais rencontré beaucoup de professeurs de yoga, beaucoup de médecins. Donc j'avais quand même une idée des gens qui avaient, comment dirais-je, qui étaient des passeurs, c'est-à-dire de gens qui eux-mêmes avaient eu des problèmes de santé ou des problèmes psychologiques, que le yoga avait aidé et ils avaient décidé de transmettre la pratique. Et c'est comme ça que j'ai fait mon enquête et que j'ai rencontré des gens hallucinants. Après, il y a aussi une autre chose, c'est quand on jette une intention, souvent les choses reviennent vers soi, de manière totalement inattendue, et de là on n'y attend pas. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des gens incroyables dans les prisons, aux États-Unis sur le couloir de la mort, en Afrique avec les Maasai, les ultra-orthodoxes en Israël. Et donc j'ai fait cette enquête et mon idée c'était de faire une enquête et d'éviter, j'allais dire, il y a un écueil qui était important d'éviter, c'était justement de rentrer dans tout ce qui pouvait être trop, comment je dirais, la philosophie du yoga et ce côté peut-être que les gens ont du mal à accepter, c'est-à-dire le côté un peu spirituel de la pratique. Et donc du coup, je me suis concentré sur le côté humain. Voilà, c'est-à-dire l'incarcération physique, l'incarcération émotionnelle et comment des gens dans des situations extrêmes trouvent de l'espoir et s'en sortent grâce à la pratique du yoga, sans aucun dogme, sans jamais dire « Ah, il n'y a que le yoga dans la vie ». Non, juste que ce soit des hommes et des femmes, des enfants, beaucoup, surtout dans le film, et qui me disent « Voilà, le yoga, ça me fait du bien, pourquoi ?» Et le message, il est là. Et là, j'ai fait, depuis que le film est sorti au cinéma en avril dernier, j'ai fait 40 villes, j'ai vu des trucs... j'ai vu des choses exceptionnelles. Et là, il y a 15 jours, j'ai été le montrer à la maison d'arrêt de Villepinte, devant une centaine de prisonniers, et c'était très émouvant. Là, il y a eu ce film, et ensuite, vous avez écrit un livre. Voilà, alors en fait, il y a eu une productrice qui est venue me voir un jour en me disant « Ah, ton histoire, elle est quand même assez dingue. » Je crois que quand on vit, quelles que soient les épreuves, on ne se rend pas compte, on est un peu dans un mode survie, donc on ne se rend pas compte qu'on vit peut-être quelque chose d'hors du commun. Moi, j'étais en mode survie, donc je ne voyais pas ce qui se passait trop, j'avançais. Mais elle m'a dit, si, il faut que tu racontes ton histoire. Bref, elle m'a présenté un éditeur, Michel Lafon. Ils ont été super et ils m'ont accompagné dans l'écriture du livre. Et le livre est sorti en même temps que le film. Et en fait, ce que j'ai voulu vraiment faire, c'est raconter mon histoire d'une manière la plus honnête, la plus humble possible. En fait, ce que je voulais faire, c'est faire un livre, c'est yoga pour les nuls, quoi, tout simplement. Parce que moi, le yoga, j'y connaissais que dalle. Et franchement, voilà, quand j'arrive dans le cours de yoga en Allemagne, je les regarde faire les postures et je me suis dit, mais c'est quoi ces clowns ? Jamais je vais faire ces trucs-là, au secours. Et puis mes peurs, mes défenses, mes résistances sont tombées les unes derrière les autres. Jusqu'à un moment, j'ai dit, OK, allez,
On va y aller, au départ, je me dis, on va donner une chance à la pratique, mais la pratique, elle s'en fout. En fait, ce que je me disais, on va se donner à soi une chance d'aller vers une pratique qui, pour moi, aujourd'hui, la discipline la plus moderne, la discipline millénaire la plus moderne que l'on ait à notre service, comme rééducation, j'allais dire, physique et mentale. Après, le chemin est magnifique. Il y a un chemin après. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une espèce de, comment dirais-je, de supermarché du bien-être. C'est difficile de trouver les bons livres ou les bonnes pratiques ou les bons enseignants, mais la voie, elle est par là. Voilà. C'est un peu fouillis dans tout ça, mais j'ai voulu écrire un livre justement racontant mon histoire avec toutes les peurs que j'avais et comment petit à petit j'ai avancé dans la pratique et ce qu'elle m'a appris sur moi, surtout. Et je suis convaincu qu'à un moment, il y a un changement qui se fait chez les personnes qui vont commencer à pratiquer le yoga. Il y a un changement qui se passe à un moment qui est très subtil. Et ce changement-là, si on continue la pratique, si on continue à vouloir transmettre et partager, il y a vraiment des choses incroyables qui se passent. Pour moi, le yoga, c'est vraiment l'outil par excellence de communication non violente. Et ce que j'aime particulièrement dans votre parcours, c'est le fait que vous ayez eu du goût très jeune en fait pour la photo, la réalisation, etc. Et paf, il y a un événement de vie qui arrive. Et ensuite, avec cet événement de vie, ce que vous aimez, vous avez réussi à en faire quelque chose en fait qui a du sens aujourd'hui, entre faire de la réalisation avec quelque chose qui a été très porteur pour vous. Du coup, quand maintenant vous regardez ça un peu avec du recul, vous vous sentez comment dans vos projets ? Moi, je suis convaincu que tout ce que l'on vit, si on l'utilise d'une manière sensible et intelligente, peut nous influencer dans notre art. C'est ça l'art, c'est justement ça qui est intéressant. La photo est une forme d'art et moi c'est ce que j'aimais, c'était la possibilité de transmettre. Je me rappelle, j'étais ado et on avait fait une exposition à la Parsons School of Design où j'étais à Paris et quelqu'un nous avait demandé à chacun d'entre nous, à chacun de ceux qui exposaient ces photos, pourquoi on avait envie de faire ce métier. Et moi je sais que j'avais répondu une chose, j'avais dit si au moins je peux arrêter les gens 10 secondes dans la rue sur une image qui dit quelque chose sur le monde dans lequel on vit, j'ai gagné mon pari. Voilà. Donc, quelque part, aujourd'hui, de pouvoir arrêter les gens 1h30 dans une salle avec un message que transmettent les intervenants du film, c'est génial. C'est mon rêve qui se réalise finalement. D'ado qui sait pas très bien où il va, qui fait un peu de photos. Je faisais un peu de tout. J'étais pas encore très... Moi, j'admire ceux qui sachent déjà à 15-16 ans ce qu'ils vont faire plus tard. J'admire. Moi, je savais que dalle. Je savais même pas si je voulais faire un bac lettres, danse ou xylophone, ou j'en avais aucune idée. Je suivais le truc parce que c'est un peu le truc en France qui me gonfle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on décide à 16 ans ce qu'on va faire plus tard. On peut pas, c'est injouable. Donc il faut, voilà, je pense que ce qui est important, c'est difficile quand on a notre bac et on se dit bon bah soit c'est sciences, soit c'est lettres, soit c'est quoi. C'est compliqué. Et c'est là où il faut être, et c'est là où ce qui est important, c'est qu'il y ait les bons enseignants à ce moment-là, qui puissent nous aiguiller. Et c'est pour ça que j'aime bien le système anglo-saxon, parce qu'on décide beaucoup plus tard. Donc on peut faire de la danse, on peut faire du dessin, on peut faire du web, on peut faire plein de choses, et on décide beaucoup plus tard, vers 22-23 ans, la spécialité vers laquelle on a envie de se diriger. Donc moi, ce que je dirais pour un ado et qui ne sait pas très bien, c'est de rester curieux, essayer des trucs à gauche, à droite, et surtout dans les métiers artistiques. Et aller se coller aux gens qui réalisent leurs rêves et être les assistants. Moi, je sais que c'est super de faire une école. Mais je sais que pertinemment, connaissant les écoles de photo, de cinéma, je parle de ce que je connais, je suis quand même convaincu qu'apprendre sur le tas, c'est la meilleure des écoles. Moi, je sais que j'ai travaillé sur des tournages où je portais le café. J'ai vachement appris en un tournage plus qu'en une année d'école. J'allais parler au chef-op, j'allais parler au décorateur, on vit avec une équipe, on écoute ce qui se passe, on est dans le vif du sujet. Maintenant, avoir la base technique par une école, c'est top. Mais très vite, je pense que dans ces métiers-là, il faut aller apprendre sur le tas. Et maintenant, vous en êtes où ? Quels sont vos projets là ? Le nouveau projet, en fait, il y en a un surtout qu'on met en place en ce moment, donc avec la production avec laquelle j'ai fait Debout et Breathe, donc avec Flair Productions et avec Universal Music. En fait, ce qui m'a intéressé après le yoga,
c'est de continuer le chemin. Et le yoga, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas que la pratique physique. Et ce qui m'intéressait, c'était le son. Et comme le disait Tesla, Einstein, tout est fréquence, tout est vibration sur notre planète. Tout. Et aujourd'hui, on fait des découvertes de plus en plus extraordinaires. Et donc, j'ai fait une enquête. J'ai fait un livre qui est sorti en mars l'année dernière, qui s'appelle Écoute, et qui est sur mon enquête sur... je travaille avec des bioacousticiens, avec des maîtres de gong, avec des maîtres de tablas, avec les envoyés du Dalai Lama au MIT aux États-Unis qui travaillent sur les incidences de la voix sur notre organisme. Et c'est absolument passionnant. Tous et toutes, on est tous reliés par le son, par la vibration. Donc j'ai fait ce livre et du coup on en a écrit un film qui va être sûrement décliné en série avec différents réalisateurs qui vont, ça va être par exemple le son et les animaux, le son et le végétal, etc. etc. Et donc moi je vais continuer à l'écrire et on va le mettre en route donc avec Flair Productions et Universal Music. Et c'est un gros beau projet. Voilà, sache que je suis vraiment super content qu'on y arrive. Et le dernier bébé, c'est un hommage, encore une fois, à un être qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est ma chienne, qui s'appelait Electra, qui est morte il y a 1 an. Et je suis convaincu que les animaux, tout ce type d'animaux arrivent dans nos vies avec une mission et un message. Et ça, c'est très, très important. Et j'ai rencontré des gens formidables qui travaillent là-dessus, en communication animale, communication interespèce. Et donc, c'est un livre qui s'appelle « Dans les yeux d'Electra », où je raconte mon histoire avec ma chienne qui m'a aidé quand j'avais du mal à marcher. J'ai eu des moments où j'ai vraiment eu envie de me foutre en l'air, j'en pouvais plus d'avoir aussi mal. Et elle était là. Et j'ai vécu des choses très fortes. Et je découvre l'histoire d'autres personnes, encore une fois, avec leurs animaux. Et voilà. Et donc j'en fais un livre. Et j'aimerais bien en faire aussi un petit truc pour... Voilà. Avec des images, des miaou, des wouf wouf, des trucs comme ça. Ça me plairait beaucoup aussi d'en faire une série, parce que je pense que c'est important qu'on réalise dans notre monde qu'on est tous reliés finalement. Vous savez, quand vous avancez dans quelle que soit la pratique, le yoga, la méditation, et que là je reviens d'une méditation avec un maître coréen, bouddhiste, il n'a pas eu de cesse de nous répéter « nous sommes tous un ». Et on l'oublie. Et la vérité de ça, c'est que c'est effectivement le cas, qu'on est tous reliés. Et maintenant, quand on voit les dernières recherches qu'on fait en médecine quantique, en épigénétique, on se rapproche de cette évidence scientifique. J'ai hâte de découvrir tous ces projets. Oui, moi aussi. Moi, je crois que quand je les vois, les projets, parce que c'est un métier de malade, c'est vraiment, il faut le savoir, quand on se met à se dire on va réaliser un film, on va réaliser même... C'est un exploit. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. C'est un métier. Moi, j'ai des amis qui ont fait des films, qui n'ont plus fait de films pendant 5 ans. Enfin, c'est super dur. Il y avait un titre de livre qui m'amusait beaucoup. C'était une citation d'Orson Welles sur le métier du cinéma. Tous ceux qui font ce métier stupide méritent tout ce qui leur arrive. C'est un peu ça. Stéphane, on arrive à la fin de ce podcast, donc qui s'appelle « Oser mon parcours ». Alors, qu'est-ce que vous évoque ce terme, « Oser mon parcours » ? C'est la chanson de Bachung que j'adore. Oser Joséphine. En fait, oser, ça a l'air tellement bateau de dire ça, mais c'est tellement une phrase que j'ai entendue. Si elle est à l'écoute de son être intérieur et pas écouter ce qu'on nous dit à gauche et à droite et aller vraiment avec cette intuition profonde qu'on a tous et oser s'exprimer, c'est important parce que souvent on est enfermé dans des peurs, dans des jugements de l'autre et on n'ose pas. Et écouter son être intérieur qui, lui, sait. Lui, il sait. Il nous conduit sur la route et poursuivre sa vision. Jamais abandonner sa putain de vision. Putain, j'ai failli l'abandonner 20 fois et je suis content de pas l'avoir fait parce que sinon j'aurais pas fait le même film. J'aurais fait un film sur le yoga, un film de société, un peu, un documentaire assez classique. Et en écoutant cette voix intérieure jusqu'au bout, on a pu, avec moi et les gens avec qui j'ai travaillé, vraiment faire un film qui a osé bousculer certaines choses et il faut pas avoir peur. Merci de dire ça. Je sais que je fais ce podcast pour transmettre tout ça, justement, ce que vous dites. Donc, merci énormément. Et puis, à bientôt. À bientôt. Stéphane. Et bonne route. Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en le partageant, en le commentant ou en lui mettant des petites étoiles. Vous pouvez aussi interagir sur la page Instagram Oser mon parcours. En tout cas, moi je vous dis à très vite car j'ai encore quelques superbes rencontres à vous partager.